Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce 16 juillet. Sur le Tour de France, la revanche de Tony Galopin, maillot jaune lundi. Il gagne l'étape du jour entre Besançon et Oyonnax. C'est la deuxième victoire française depuis le départ de la course. 9 mois de prison ferme pour l'ancienne candidate FN qui avait comparé la ministre Christiane Taubira à un singe. Condamnation exemplaire pour SOS Racisme, révoltante pour le FN qui fait appel. À droite comme à gauche, les réactions sont unanimes pour condamner l'acte de racisme. Ces titres seront développés à 19h30. Voyons à présent ce qui fait l'actualité au plus près de chez vous, dans votre Corsica-Air. Le remorquage du Costa Concordia fait naître de nombreuses interrogations au sujet de la sécurité de l'opération. L'épave du navire passera à 25 km des côtes corses. Interpellé par Gilles Simeoni, le maire de Bastia, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie dénonce un manque de concertation avec l'Italie. La France dépêchera un bateau anti-pollution. Le dossier du Corsica-Air sera consacré à une présomption de fuite dans plusieurs dossiers liés au crime organisé et au terrorisme. Des fuites qui émaneraient de certains gendarmes. Des enquêteurs ont alerté leur hiérarchie en 2004. C'est ce qui ressort de plusieurs documents exclusifs que nous nous sommes procurés. C'est une opération délicate et minutieuse qui n'est pas sans risque. Le Costa Concordia doit être remorqué jusqu'au port de Gênes pour y être démantelé. Le navire passera à 25 km des côtes corses. Gilles Simeoni, le maire de Bastia, qui craint une pollution, a déjà fait part de son inquiétude auprès de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Ségolène Royal qui dénonce ce soir un manque de concertation entre l'Italie et la France. Sophie Béchir et Grégoire Bézi. C'est un mastodonte de 300 mètres de long et de 115 000 tonnes. Désormais à flot, l'épave du Costa Concordia doit maintenant parcourir 230 km jusqu'au port de Gênes. Côté italien, le dispositif a été minutieusement préparé. Un convoi de 10 bateaux escortera l'épave. Tracté à l'avant par 2 remorqueurs, le Costa Concordia sera entouré de navires pour détecter les mammifères marins et repérer d'éventuelles pertes d'hydrocarbures. Mais à 4 jours du départ, le gouvernement français n'a aucune information sur l'opération, ce que dénonce la ministre de l'écologie. Je veux la preuve que les hydrocarbures ont été effectivement pompés des sources. Deuxièmement, j'ai demandé également que la preuve de l'absence de risque liée aux autres substances dangereuses comme les frigorigènes et les lubrifiants. Troisièmement, je veux savoir l'itinéraire précis du convoi. J'ai des informations variables. Certains me disent que c'est à 20 km de Cap Corse, d'autres à 14 km, donc ce flou n'est pas acceptable. Le Costa Concordia devrait quitter lundi l'île de Giglio. Si le trajet est prévu dans les eaux italiennes, le bateau devrait passer très près des côtes françaises, notamment lorsqu'il longera le Cap Corse, futur parc naturel marin. Une situation qui préoccupe le maire de Bastia qui, dès hier, avait alerté le gouvernement. Je crois que tout le monde convient pour dire premièrement que cette affaire jusqu'à aujourd'hui n'a pas été traitée, en tout cas a été mal traitée par l'État. Deuxièmement, qu'il faut prendre toutes les informations utiles. Troisièmement, toutes les mesures indispensables parce que la richesse écologique et environnementale fait partie de notre patrimoine. Côté français, un seul dispositif est prévu à ce jour, un navire de dépollution qui doit accompagner le convoi. La concertation se poursuit à propos de l'élaboration du futur plan de développement durable de la Corse. Le PADUC devrait être présenté à la rentrée. En attendant, Maria Duigeli, la conseillère exécutive en charge du dossier, présentait ce matin une partie de ses travaux à une 50aine de maires de Haute-Corse réunis à Borgo. Antoine Albertini, Michael Martin. C'est un peu le discours de la méthode appliquée au PADUC, le plan d'aménagement durable et de développement de la Corse. Un discours associer les élus à son élaboration, une méthode, la concertation. Il est normal que les territoires apportent leur contribution à la réflexion, évoquent éventuellement leurs attentes, leurs préoccupations, leurs soucis et que nous puissions les entendre parce que le développement de la Corse s'appuiera sur la réalité de tous ces territoires. Ça permet de rentrer un petit peu plus dans le détail et de permettre aux élus de pouvoir interroger directement les protagonistes du PADUC, en particulier Maria Duigeli et toute son équipe qui était présente. Et je crois que cet échange était nécessaire. Dans le public, des maires venus de toute la Haute-Corse très attentifs et qui n'hésitent pas à faire part de leurs problématiques quotidiennes. Urbanisme, loi montagne et développement économique, entre inquiétude et espoir de voir leurs revendications prises en compte.
La réponse est rassurante dans un premier sens, parce que on nous dit que ça a été pris en compte avec la loi littorale, qu'il y aura des développements de fait. Maintenant, reste à savoir réellement ce qui sera fait. Je pense que le PADUC va apporter beaucoup de réponses et je pense que ça va réellement dans le bon sens du point de vue de la méthode comme du point de vue du fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place un tas d'idées, un tas de possibilités, et que toutes ces possibilités sont bien prises en main par les acteurs, et bien finalement, on peut arriver à faire quelque chose d'important. Prochaine étape, le 21 juillet prochain devant les maires de Corse du Sud cette fois, avant la présentation du plan prévu à l'automne. Un touriste suisse s'est porté disparu dans notre région. Il n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis une semaine. Montagnard chevronné, ce directeur de banque était venu faire une randonnée sur le GR20. Son téléphone portable a été localisé en plaine orientale. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie la plus proche ou bien ce compte Facebook dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Fin des gardes à vue pour les 3 hommes entendus dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat contre Paul-Dominique Nigolai. Ces 3 hommes ont été relâchés hier soir sans qu'aucune charge n'ait été retenue à leur encontre. Le conflit à la poste d'Ajaccio est toujours dans l'impasse au 57e jour de grève. L'ambiance était plutôt tendue ce matin entre les grévistes de la CGT et les CRS qui ont tenté de débloquer l'entrée du centre de tri du Vitoul. La tension est retombée en fin de matinée. Les grévistes souhaitent désormais rencontrer Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État, qui sera en visite à Ajaccio vendredi. Écoutez Jean-Bernard Paoli pour la CGT Poste d'Ajaccio. Visiblement, ce matin, le préfet avec le directeur régional de la Poste, M. Espinas, ont décidé de ne pas laisser sortir les personnels. Je pense que c'était une bonne décision vu le contexte. J'espère qu'il en sera de même demain matin en attendant le rendu du référé au tribunal. Et j'espère que les choses s'apaiseront et qu'on pourra effectivement retourner par la suite à la table de négociation dans de meilleures conditions et avec de meilleures intentions surtout. De leur côté, les postiers non grévistes se plaignent de ne pouvoir exercer librement leur métier. Ils se disent victimes d'insultes et de menaces. Dans un communiqué, ces postiers non grévistes expriment leur ras-le-bol et appellent leurs collègues à reprendre le travail. Les autorités préfectorales ont naturalisé une vingtaine de personnes aujourd'hui à la préfecture de région à Ajaccio. Une majorité de Marocains, mais également des Tunisiens et des Algériens. L'année dernière, au total, 107 personnes ont été naturalisées. Initia, c'est le nom de l'incubateur d'entreprises de Corse qui sélectionne et accompagne des sociétés innovantes. Ce matin, une nouvelle étape a été franchie avec la signature d'une convention avec la collectivité territoriale. Elle ratifie un financement de plus d'1 million d'euros sur 3 ans. Initia devient une structure associative autonome. Écoutez ce qu'en pense Jacques Paumonti, c'est le président de l'incubateur d'entreprises de Corse. La Corse, elle est innovante potentiellement. 2, c'est sa seule porte de sortie véritable, c'est par le haut que ça se fera en quelque sorte, et parce qu'on a des limites obligatoires. On ne va pas se lancer dans l'extraction minière, on ne va pas se lancer dans le développement d'une industrie manufacturière importante. Il y a des limites naturelles, mais on ne va pas se cantonner non plus au tourisme, aux activités de construction publique et d'exploitation des produits du terroir. Il faut aller au-delà, et cet au-delà, c'est l'incubateur. Depuis 2005, une trentaine de projets a ainsi vu le jour grâce à cet incubateur. C'est le cas à Ajaccio d'une petite entreprise de David Lucena. Il a inventé un logiciel qui permet d'accéder à tous les documents cadastraux en quelques clics, consultables en libre accès sur Internet. Céline Aubert, l'Univic Favrel. Le monde photographié dans ses moindres recoins, par satellite. Une petite révolution signée Google, il y a quelques années déjà. Imaginez à présent une cartographie de la Corse, parcelle par parcelle, visible sur Google Earth. Donc par exemple, section G 383. Alors cette parcelle a 2 aspects différents. À la fois, elle est constructible par le document d'urbanisme et inconstructible par les risques d'inondation. Urba Earth, c'est le nom de ce logiciel innovant créé par un Ajaxien, David Lucena. Grâce à cet outil, avec un clic, vous avez eu une information. Et vous n'êtes plus obligé de vous déplacer en collectivité pour demander tous les renseignements d'urbanisme. 5 ans que David Lucena démarche les collectivités locales, qu'il numérise les documents papier, un à un. Un travail colossal qui a débuté avec la création de son bureau d'études. Mais rien n'aurait été possible sans l'aide d'Initia, l'incubateur régional. Le
Plus difficile, c'est d'avoir une idée, de la développer, de se sentir seul, parce qu'à un moment donné, vous êtes technicien, vous n'êtes pas chef d'entreprise, et l'incubateur est là pour vous aider. Donc dans les démarches, pour vous structurer, pour créer une société, pour vous aider à développer votre idée. De la détermination, il en faudra à ce trentenaire autodidacte. Au bout du compte, il décrochera une formation et un financement de 60 000 €. Dans 2 mois, il intégrera les futurs locaux de l'incubateur, quartier Castellane. Son logiciel sera alors accessible à tous, gratuitement, sur Internet. 4 repreneurs se sont fait connaître pour reprendre le groupe de presse Nice Matin. En difficulté financière, l'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 26 mai dernier. L'actionnaire actuel du groupe, le groupe Persan Média, souhaite se désengager. Le groupe Nice Matin détient notamment 50% du capital de la société Corse Presse qui édite Corse Matin. Le tribunal de commerce de Nice se prononcera le 23 juillet quant à la poursuite de l'activité de ce groupe. La fibre optique arrive en Haute-Corse. Cette technologie de très haut débit vient de s'installer dans les foyers bastiais. La totalité des frais est prise en charge par les opérateurs. D'ici à 5 ans, ce sont toutes les communes de l'agglomération qui seront couvertes. Au total, 28 000 foyers sont concernés. Lucie Bouzig, Tiffaine, Urtis-Verea. Ce fil en verre n'est pas plus épais qu'un cheveu, c'est une fibre optique, une technologie qui permet d'accéder à l'Internet très haut débit. À Bastia, 2 bâtiments comme celui-ci vont alimenter le réseau de toute l'agglomération. Cette pièce, c'est le centre névralgique. Vous avez ici un câble qui est un câble qui vient du continent, c'est un câble fibre optique de 10 gigas, qui a un débit de 10 gigas, ce qui est énorme, qui ensuite, lui, est démultiplié sur ces armoires. Donc, les fibres sont éclatées de façon à pouvoir, à partir de cette armoire de distribution, adresser l'ensemble de la population de la communauté d'Aglo et de Bigoulia. Les fibres sont ensuite redistribuées vers les différents secteurs de Bastia. Dans chaque quartier, un petit local abritera les connexions. Ici, à Loupino, les techniciens raccordent les tout premiers immeubles à la fibre. Téléchargement Internet 10 fois plus rapide et télévision haute définition. Les habitants du sud de Bastia sont parmi les premiers à en bénéficier. Ça a changé beaucoup parce que la télé elle est plus claire. On n'a plus de coupures pour les mauvais temps et pas. On aura toujours, l'image sera toujours. La fibre devrait mettre fin au téléchargement interminable. À chaque fois, j'abandonnais parce que ça mettait trop de temps, je voulais plus regarder. Mais là, ça charge directement, ça va beaucoup plus vite. Je vais sur Facebook, je regarde des films en streaming, je vais sur YouTube regarder des musiques et des films des fois aussi. D'ici 5 ans, toutes les communes de l'agglomération seront couvertes par la fibre. 3e et dernier volet de notre thématique consacrée à l'ACA. Intéressons-nous ce soir à 2 composantes très importantes pour le club, le staff sportif et l'équipe médicale, une relation qui a beaucoup évolué en ce début de saison, en cause notamment les nombreuses blessures dont ont été victimes les joueurs de l'ACA l'an passé. Une nouvelle méthode a vu le jour depuis le début de la préparation estivale. C'est ce que nous expliquent Jean-Pierre Lec et Jacques-Paul Stéphanie. C'est une nouveauté cette année à l'ACA, une discussion entre le staff sportif de l'équipe professionnelle et le médecin du club Gilles Testou. Babylonie. Il avait un peu mal aux adducteurs. Ouais, c'est ça. Ouais, ça allait. Il semblerait que ce soit mieux. Ouais. Cette relation n'existait quasiment pas la saison dernière entre Fabrizio Ravanelli, alors entraîneur de l'équipe en Ligue 1, et le staff médical acéiste. Mais cette saison, les choses ont évolué. On a intégré un gros travail de prévention aussi pour permettre justement aux joueurs d'encaisser beaucoup mieux ces débuts de saison. Et puis effectivement, il y a une réunion quotidienne avec le staff médical pour faire un point individuel sur chaque joueur avant la séance pour voir s'il est apte à encaisser la charge de travail ou s'il faut l'aménager un petit peu. À l'image l'un des kinés de l'ACA en plein travail de prévention, malgré la descente en Ligue 2, le club a gardé un secteur médical fourni, comprenant notamment une ostéopathe et une diététicienne. Le tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Cette année, avec le vécu que nous avons eu les saisons précédentes, nous avons quand même une organisation suffisamment efficace pour arriver à optimiser les choses et à limiter un maximum le risque de blessure. Maintenant, l'avenir nous dira si ça marche, mais en tout cas, on aura fait ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement. Avec près de 40 blessures musculaires l'an passé, c'est plus de la moitié des joueurs qui ont été forfaits au moins une fois. Du coup, 4 groupes pour prévenir des blessures ont été mis en place par le service médical. Un groupe pour le renforcement musculaire, un autre pour les étirements, un atelier pubalgie et enfin un travail de proprioception.
Arrivé cette saison, le nouveau préparateur physique de la CA est le relais entre le staff sportif et le staff médical. C'est lui qui, après chaque entraînement, pendant une trentaine de minutes, met en place ses exercices spécifiques. C'est quelque chose qu'on a voulu amener avec le staff à la fois sportif et médical. Et tout le monde y participe avec en staff sportif, de kinés qui travaillent et en fonction des profils des joueurs. On voit qu'il y a une vraie relation cette saison entre le staff technique et le staff médical à nouveau. Ouais, il y a une super ambiance et c'est vraiment, on travaille tous en cohésion. Tout le monde a les mêmes idées, donc c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Blessé pendant la moitié de la dernière saison, Ronald Zubar, le défenseur asséiste, est de ceux qui ont rapidement adhéré à cette nouvelle méthode. Selon lui, ce changement est idéal pour l'ensemble de l'effectif. On arrive toujours à récupérer, on se sent quasiment toujours frais, on n'est pas forcément trop dans la fatigue. Et je pense que pour avoir une bonne préparation, pour arriver pour le premier match prêt pour le premier match de la saison, c'est ce qu'il faut, quoi. Une bonne relation entre staff technique et staff médical peut influer largement sur le sort d'une saison. Mais seule la vérité du terrain conditionnera la réussite de l'équipe dans un championnat aussi physique que la Ligue 2. Des gendarmes sont-ils à l'origine de plusieurs fuites dans des dossiers liés au crime organisé ou encore au terrorisme? Des enquêteurs ont en tout cas alerté leur hiérarchie à plusieurs reprises, et ce depuis 2004, sur des pratiques plutôt curieuses de certains de leurs collègues. C'est ce qui ressort de plusieurs documents exclusifs que nous nous sommes procurés. C'est une enquête signée Antoine Albertini et Philippe Villaret. Avril 2012, devant le cimetière de Ghisonaccia, une marche silencieuse. Depuis 2010, la région est le théâtre d'une série de règlements de compte. Les habitants dénoncent errements et fuites de la part des enquêteurs. Aujourd'hui, nous appelons à ce rassemblement à 2 pas du cimetière, mais aussi de la gendarmerie, comme un symbole. Combien devrons-nous avoir de morts pour que les pouvoirs publics réagissent? 2 ans plus tard, un mémoire que nous nous sommes procuré, rédigé par un ancien enquêteur de gendarmerie, jette une nouvelle lumière sur ces critiques. Des faits parfois anciens, mais inquiétants, comme une vaste opération visant un réseau de machines à sous et de blanchiment en 2003. Théoriquement cloisonnée, des rumeurs de fuite circulent pourtant avant son déclenchement à Calvi. L'opération est maintenue, elle se révèle fructueuse partout en Corse et sur le continent, sauf en Balagne. Un cas isolé? Pas vraiment. 22 octobre 2004, attentat contre la gendarmerie d'Aléria. Quelques jours plus tard, une centaine de militaires appuyés par le GIGN mènent un coup de filet. Problème, la veille à 18h, une réunion de cadrage rassemble les enquêteurs qui ciblent une voiture utilisée pour l'attentat. Elle est retrouvée incendiée près d'Aléria peu après. Commentaire du rédacteur de La Note. Les auteurs de l'attentat ont été renseignés 1h30 après la fin de la réunion. Et le propos est parfois encore plus explicite. Un gendarme de Bastia renseignerait des militants du FLNC du 22 octobre. Premier à pâtir de ces doutes sur la fiabilité de certains de leurs collègues, les gendarmes eux-mêmes. Au cours de notre enquête, un seul a accepté de s'exprimer sous anonymat. Pour se protéger, affirme cet ancien de l'ASR, la section de recherche, qui dénonce les fuites passées. Il y avait toutes sortes d'informations sur des assassinats, sur des extorsions de fonds. Vous avez des informations sur des perquisitions. Certains ont été prévenus la veille, donc du coup, le matin, quand vous tapez à 6 heures, vous trouvez plus rien. Vous ne trouvez plus rien. Voilà, des renseignements de ce style-là qui sont complètement au-delà de ce qu'un gendarme pourrait faire pour son indique, quoi. Exemple, le dossier lourd d'Olivier Sisti. Défavorablement connu de la justice, l'homme a réchappé à 3 tentatives d'homicide entre 2010 et 2012. Dans les procédures judiciaires, des écoutes surprenantes entre gendarmes et des individus qui seront mis en cause dans ces affaires. Tuyaux sur des immatriculations de voitures suspectes ou conseils parfois très directs. Par contre, fais gaffe de ne pas te trouver trop dans les parages si un jour il se fait couler. Autre curiosité, ce compte-rendu d'écoute téléphonique où un homme prétend connaître la date de future perquisition dans ce dossier. Cette fois, les militaires couchent leurs soupçons par écrit. L'individu écouté serait en lien proche avec un enquêteur de Bastia. Le conseil d'Olivier Sisti assure avoir avisé la justice de ces pratiques, sans succès. Concernant ces écoutes, ni j'infirme, ni je confirme. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu à connaître des pratiques déloyales émanant de gendarmes, pratiques illégales, mais pratiques également très dangereuses, qui m'ont conduit à alerter les magistrats, et mes courriers sont demeurés vains. La justice sait, la justice a vu ou a eu en main certains rapports qu'on a passés sous silence, bien évidemment. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Coïncidence, plusieurs gendarmes soupçonnés de fuite sont à l'origine de l'affaire Levent. Cet ancien capitaine de la section de recherche a été condamné à Bastia en février dernier à 5 ans de prison pour avoir révélé des informations, des écoutes
et détourner des stupéfiants. Il a fait appel de cette décision. Avec ses avocats, maître Christian Scolari et Olivier Maurice, il a décidé de porter plainte contre ses anciens collègues. Je considère que cette affaire n'est ni plus ni moins qu'un chantier qui a été monté à mon encontre par ces personnes. Pour quelle raison? J'ignore les raisons, justement. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir outrepassé les règles? Dans une certaine mesure, je dirais oui, mais avec toujours l'aval de ma hiérarchie et des magistrats. En tout cas, si j'ai dépassé des règles, ça a toujours été dans le but de réussir des affaires judiciaires. Et il n'y a jamais eu de ma part une volonté d'enrichissement personnel. J'ai l'impression qu'on a accusé M. Levent de faits sans examiner des charges extrêmement lourdes qui pesaient sur d'autres gendarmes, et notamment des gendarmes qui ont accusé M. Levent. Et nous attendons avec Christian Scolari que la justice en Corse puisse examiner toutes les responsabilités au niveau de l'organisation de la gendarmerie et de certaines méthodes utilisées par des gendarmes corrompus. La justice n'a pas retenu ces arguments pour le moment. De sources judiciaires, on indique cependant que plusieurs gendarmes ont bien été auditionnés dans d'autres dossiers sans que des charges puissent être retenues contre eux. La direction générale de la gendarmerie nationale ne s'exprime pas sur le sujet. Quant à l'infime minorité d'enquêteurs à problème, ils auraient été poussés vers la retraite. Si vous nous rejoignez dans ce Corse Gazère, sachez que le remorquage du Costa Concordia fait naître de nombreuses inquiétudes au sujet de la sécurité de l'opération. L'épave du navire passera à 25 km des côtes corses. Interpellée par Gilles Simeone, une maire de Bastia, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, dénonce un manque de concertation avec l'Italie. La France dépêchera sur place un navire anti-pollution. Sachez également qu'un touriste suisse est porté disparu depuis une semaine en Corse. Ce directeur de banque, un montagnard chevronné, était parti pour faire le Gerve. C'est à présent la fin de ce journal, à suivre les prévisions météo de Christophe Zagalia, puis l'édition nationale et internationale du 19-20. Demain, à cette même place, vous aurez le plaisir de retrouver Sébastien Lugiani. In conto a me, auguro a tutti una buona roba e buona sera.